parole à Loïc. Je voulais faire un petit rappel sur l'évolution du Bitcoin, sur l'évolution de l'offre depuis son lancement en avril 2023. Donc, en avril 2023, le produit a été lancé dans des conditions quand même optimales, puisqu'on était à un prix du Bitcoin autour de 30 000 $ et une difficulté du minage qui était beaucoup plus basse qu'aujourd'hui. Mais forcément, on n'a pas été les seuls à faire cette observation. Et depuis 2023, différents acteurs ont fait un petit peu comme nous, finalement, mis de la puissance, alloué de la puissance de calcul, de la puissance informatique au réseau Bitcoin pour bénéficier finalement de rentabilité attractive à l'époque. Et donc ça a induit finalement une augmentation de la difficulté de minage. Et si on reprend un petit peu l'historique, et finalement, on a lancé l'activité le produit de cloud mining avec un taux de 19%, et au fur et à mesure des années, on a été obligé d'ajuster ce rendement pour refléter la réalité économique du produit, de par notamment la hausse de la difficulté de minage. Mais si on refait un petit passé, le produit a quand même aujourd'hui délivré autour de 10 millions d'euros d'intérêt aux différents investisseurs, ce qui reste quand même significatif et un produit extrêmement attractif malgré la baisse du taux que l'on peut opérer aujourd'hui. Et maintenant, je vais laisser la parole à Loïc qui va nous détailler un peu plus en détail l'analyse du marché aujourd'hui, l'analyse de l'activité de minage et aussi nous faire un point sur l'activité de Hearst et les différents développements qui sont en cours. Super. Merci Pierre-Yves pour cette introduction. Et bonjour à tous. Donc, je vous propose de partager d'abord des nouvelles concernant notre société Hearst, qui est basée aux Émirats arabes. Vous donner un petit peu une overview de ce que l'on a pu réaliser en 2025 parce que je n'ai pas eu la chance de participer à un webinar ça fait un moment. Donc, je vais vous donner une overview de l'état de la société aujourd'hui, les progrès que nous avons faits. Je vais aussi après derrière supporter le propos de Pierre-Yves par rapport en effet à l'industrie du minage. Quels sont les facteurs qui drivent la création de valeur? Où est-ce qu'on était il y a encore quelques mois l'année dernière et où est-ce que l'on est aujourd'hui? Tout en essayant d'amener une notion de cyclicité par rapport à l'industrie du minage et donc potentiellement entrevoir quels sont les scénarios qui pourraient se dessiner dans le futur. Voilà. Et en troisième plié, expliquer aussi comment est-ce que Hearst se propose de diversifier ses offres pour ses clients institutionnels dans les prochaines semaines et les prochains mois. Voilà. Donc, concernant Hearst, alors, nous avons fait quand même pas mal de bons progrès en 2025. On continue d'opérer évidemment le mining à l'échelle internationale avec tous nos clients historiques. On a aussi beaucoup poussé pour créer des relations stratégiques avec des partenaires aux Émirats arabes unis, mais pas que, aussi dans le Golfe. On a une nouvelle que je vais vous annoncer, qui est une bonne nouvelle pour l'entreprise et pour notre développement régional. Et aussi, on a fait quand même beaucoup d'investissements en recherche et développement, intelligence artificielle, etc., pour soutenir le business model et entrevoir la croissance de la société. Donc, la société Hearst aujourd'hui est basée évidemment entre DMCC, qui est une Dubai Multi Commodity Center, où nous avons la licence d'opérer, mais on a aussi eu un développement à DGM, donc c'est Abu Dhabi Global Market, où nous avons déménagé une partie de l'entreprise à Abu Dhabi parce que nous avons eu le soutien et nous avons aujourd'hui, en tant qu'investisseur, le deuxième plus gros fonds souverain d'Abu Dhabi, qui est à Mubadala. On a été onboardé dans un programme qui s'appelle Hub 71, qui est un parallèle on va dire, Station F en France, et qui nous a supporté et nous a permis de rencontrer énormément d'acteurs majeurs, institutionnels ici aux Émirats arabes unis. Je pense en particulier à la Banque centrale des Émirats, avec qui on a eu la chance d'adresser les questions de Bitcoin mining et de Bitcoin pour soutenir, j'ai envie de dire, d'une manière générale, l'économie. Bon, c'était des discussions que nous avons eues. On a rencontré aussi le ministère de l'Énergie dans le cadre de ce programme, etc. Donc, c'est un programme qui continue à s'étendre et qui nous permet, pareil, de développer notre réseau localement. Aussi, une chose que l'on est assez fier d'avoir fait, c'est qu'on a sorti un proof of concept
sur la désalinisation associée au Bitcoin mining. Alors la question, ça peut paraître un peu décousu, mais il faut se rendre compte que plusieurs process de désalinisation impliquent l'augmentation de température de l'eau. Et il se trouve que une des effets secondaires du Bitcoin mining est l'émission de thermique. On a besoin de beaucoup de quantité de refroidissement pour diminuer la température des processeurs. Et donc, cette énergie qui est transformée, ou en tout cas qui est transmise à l'eau aujourd'hui de façon inerte dans les process de Bitcoin mining, on a créé un processus qui récupère ces calories et qui nous permet de réinjecter dans un système de désalinisation optimisé ou du moins développé de la désalinisation à partir de la chaleur générée par le Bitcoin mining. Donc, on est assez fiers d'avoir sorti ce proof of concept en fin d'année dernière. Et justement, on est en phase de développement, commercialisation, etc. On a aussi développé tout un panel au niveau de l'intelligence artificielle, des systèmes qui permettent de réentraîner des modèles de LLM, etc. Donc voilà, tout ça fait partie j'ai envie de dire, des différents axes que nous avons développés sur l'année 2025. Donc voilà, je vous fais une petite overview. Et pour finir, alors ça c'est vraiment la bonne nouvelle que l'on a eue côté Hearst en ce début d'année. On a travaillé avec un État souverain au niveau de la région Mina je ne peux pas encore disclose, mais qu'il le sera, je pense, dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Mais on a eu un contrat de partnership pour créer non pas seulement des écosystèmes de computing, mais j'ai envie de dire tout un écosystème innovant au sein même du pays, de façon à créer un cercle vertueux entre le computing, l'incubation et la création de valeur. Voilà, donc c'est pour les nouvelles. J'ai envie de dire pour Hearst, je ne vais pas trop m'étendre non plus, mais il y a de beaux progrès qui ont été faits de notre côté. Alors, pour reprendre le propos de Pierre-Yves concernant, j'ai envie de dire, la valeur créée au fil du temps par le processus de mining, je vais Tu veux, partager pardon, mon... Louis, voilà, Ouais, je te coupe, ouais, tu veux partager l'écran? Attends, je vais s'il te plaît. justement, ouais, hop. Donc normalement, c'est bon, tu peux le partager. Merci. Alors, oui, je vais commencer le propos en partageant mon écran et un graphique que, euh, que j'aime beaucoup parce qu'il est, je dirais, illustrant pour les questions de valeur créée autour du Bitcoin mining. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, oui, c'est bon, ouais. OK. Donc, le graphique que je montre en ce moment, qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime deux choses. Bien sûr, je pense la courbe du prix de marché de Bitcoin à travers le temps. Donc là, on voit de 2026, 2023, etc. Et alors, une bande qui est comprise entre la courbe orange et la courbe rouge, qui reflète quoi? Qui reflète une distribution moyenne approximée du coût électrique de production de Bitcoin. Alors, pourquoi est-ce que ces deux graphiques, si on les superpose, sont intéressants? C'est parce que, en fait, ce que vous avez entre ces deux courbes-là, c'est finalement la valeur qui est créée par les Bitcoin mineurs. Vous voyez? C'est la différence entre le coût de ce que l'on fabrique versus le prix marché de ce que l'on fabrique. Et donc, tant qu'il y a, j'ai envie de dire, de l'écart entre ces deux choses-là, il y a de la création de valeur qui est générée. À partir du moment où on se rapproche l'une et l'autre, alors j'insiste vraiment, hein, ça, c'est pas exactement les courbes des différents batchs qui ont été déployés avec Vancelian, mais c'est plus juste de façon à illustrer mon propos. Ce que j'essaye de dire là, c'est que, alors hop, je vais essayer de dézoomer. Vous voyez, aujourd'hui, on est à ces niveaux-là, donc avec un coût de production de Bitcoin ici approximé entre 66 000 et 52 000. J'ai fait les calculs récemment sur les batchs, par exemple, que l'on a fait en Éthiopie. Aujourd'hui, le coût électrique de fabrication est autour des 60 000, 58 000, 60 000 dollars. Voilà. Donc, tout ça mis en concert, on voit quand même que du coup, toute la période qui nous précède, il y avait une différence entre le coût de production et le coût marché, ce qui permettait de créer de la valeur. Et en effet, dès que là, on est par exemple en 2022, hein, pendant le bear market, on voit que la courbe de valeur de marché est complètement noyée dans les coûts de production. Et du coup, il y a beaucoup moins ou moins de valeur qui est créée de l'activité de mining. Donc, ça, c'est ce que je veux dire et qui corrèle en fait avec la décision
récente de diminuer les taux où ben, les coûts de fabrication se rapprochent des coûts de production. Donc ça, c'est un premier point. Donc, Loïc, si je peux juste rebondir sur ce que tu dis, donc Bien grosso sûr. modo, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'activité donc, de minage de Bitcoin qui génère des Bitcoins, au prix actuel, ne permet uniquement de payer finalement les coûts d'électricité, les coûts de minage de Bitcoin. Et donc, il y a plus ce surplus de rendement qu'on pouvait avoir ces dernières années, qui nous permettait, nous, aux clients, de répercuter cet excès de rendement justement en termes de yield sur les produits. C'est bien ça? Ouais, c'est ça, tu vois. C'est Ouais. exactement ce que j'essaye de dire. Et c'est la réalité, hein, c'est ce que tu vois la différence entre euh, les bandes basses ici, une fois de plus, hein, qui sont des bandes des zones dans lesquelles le coût du Bitcoin se situe, qui s'explique par plusieurs choses, hein. Je vous montre ce deuxième graphe qui est quoi? Qui est ce qu'on appelle le hash price index en Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la quantité de Bitcoin qui est produit par une unité de computing. Et on voit que cette valeur ici descend. Alors, ça ne fait pas forcément que descendre d'un point de vue de la valeur dollar, hein. Ça, c'est vraiment juste l'expression en valeur Bitcoin. Ce qui est intéressant de regarder ici, c'est qu'on voit bien bah, l'effet du halving, par exemple, qui a divisé les deux. Mais une fois de plus, ça descend ici, mais on voit bien que ça ne fait pas que descendre là non plus. Voilà. Donc, c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'il y a toujours un delta ici. Dans le passé, vous voyez, on était en août 2025 ici, entre la valeur marché du Bitcoin et son coût de production. Et puis ben là, effectivement, avec les événements récents, autour des 65 000, 67 000, on tombe dans les valeurs de prix de fabrication du Bitcoin. Voilà. Un Et du deuxième coup, type de... Ouais, pardon, ouais, juste du coup, ce qui est intéressant aussi, ce que tu as mentionné, c'est que on a déjà vu ce phénomène par le passé, notamment en ouais, 2022. Donc, ça ne veut pas c'est- dire que la situation à l'instant T d'aujourd'hui, c'est une situation figée dans le temps. Et donc, effectivement, je sais que avec les équipes de Hearst, on fait des points réguliers. Et le but, c'est de façon périodique, peut-être tous les mois, de faire un point et de voir la situation du marché et de réévaluer le taux en fonction de la réalité économique du marché. Et donc, effectivement, ce qui est important, nous, pour nos clients à dire, c'est que si demain le marché se rétablit, on réajustera de façon presque instantanée, hein, finalement, le taux en fonction de la réalité économique du marché. ouais, tu parles de cyclicité, c'est aussi quelque chose qu'on peut souligner, hein. C'est que on a eu une période de bear market en 2022 où les coûts d'électricité étaient noyés dans les prix, finalement, où le prix du Bitcoin était noyé dans les coûts d'électricité. On a eu une période, alors je vais faire juste hide ici, hein, mais on a une période ici entre 2023 et à présent où, bon, voilà, là, il y a toute une création de valeur, une séparation claire qui est faite entre les coûts et la prix du marché. Là, on voit que on retombe à 64 000, 65 000 dans les coûts d'électricité. Mais ce qu'on peut montrer aussi, effectivement, c'est que on en ressort et on y rentre de façon périodique. Voilà. Donc, c'est pas on va dire, une image qui est figée au moment où l'on se parle. Voilà. Après, il n'y a pas que le prix du Bitcoin aussi qui joue dans la rentabilité justement sur l'activité de minage. Peut-être tu peux nous faire un point sur la difficulté, sur les autres paramètres qui vont venir influencer aussi la rentabilité du minage de Bitcoin. Absolument. En fait, alors il y a deux éléments que je peux apporter par rapport à ça, puis un complément par rapport à la difficulté aussi. Il y a un point qui est intéressant de souligner par rapport à la difficulté qui marche par palier. Et après, j'amènerai aussi mon point de vue sur le lien qu'il y a entre la difficulté et la valeur intrinsèque du système Bitcoin. Je vais d'abord commencer par le premier point. En fait, la difficulté, c'est ce que je montrais. Plus il y a une grande difficulté dans la chain, plus le hash price index en BTC diminue. Maintenant, c'est pas juste lié à la profitabilité, il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en compte. Il y a bien sûr les paramètres de minage eux-mêmes, il y a aussi le prix du Bitcoin, parce que quand on mine du Bitcoin, à un moment donné, on doit payer une facture d'électricité. Si le prix du Bitcoin est plus haut, du coup, la facture d'électricité exprimée finalement en Bitcoin est plus baisse, puisque la facture d'électricité est figée en dollars. Donc le prix du Bitcoin est haut, plus la facture d'électricité exprimée en Bitcoin est basse. Donc il y a effectivement plusieurs mécaniques qui rentrent en jeu et qui définissent les paramètres de rentabilité. Maintenant, un point que je pense
qui est important de souligner, c'est ce que moi, j'appelle la corrélation entre la valeur intrinsèque de Bitcoin et ce que l'on appelle ici le hash rate. Alors, une fois de plus, le hash rate, c'est quoi? C'est la quantité de calcul qui permet de sécuriser l'ensemble de la blockchain Bitcoin. Notre évaluation à Hearst, c'est de dire que, effectivement, au même temps que cette difficulté, finalement, limite ou amoindrit par utilisateur la quantité de Bitcoin qui est libérée, il y a un effet qui est fondamental, c'est la valeur de Bitcoin elle-même. Parce que même si Bitcoin aujourd'hui, ça reste un actif, un coin, en fait, avant tout, c'est derrière une infrastructure sécurisée. Je vais juste faire un parallèle entre 2021 et aujourd'hui où on en est. Octobre, alors je ne dis pas de bêtises, hein, je crois que c'est octobre 2021, on fait le ATH du précédent cycle à 64 000 $. À ce moment-là, le hash rate de la chain, donc sa sécurité relative était à 145 exahash. Aujourd'hui, le prix du Bitcoin est similaire. Seulement, la sécurité de la chain est 9 à 10 fois supérieure. Donc, notre approximation, c'est de dire que si on veut qu'un Bitcoin puisse aller sur des sommets ou des nouvelles hauteurs en termes de price appreciations, en fait, c'est obligatoirement à la fin corrélé avec la sécurité du protocole. Est-ce que quand on n'avait que 150 ou 100 ou 200 exahash, on aurait pu, je dirais, évaluer que le Bitcoin pourrait aller à 250, 100 000, 150 ou peu importe hauteur. Nous, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que ces deux KPI avancent de concert. Le prix s'apprécie, ce qui fait capitaliser les mineurs. Les mineurs redéploient à ce niveau-là du mining. Le prix du Bitcoin revient sur les prix d'électricité. Et après, derrière, on a une réappréciation du prix du Bitcoin. Un des facteurs qui corrèle, alors pas forcément expliquant, mais qui corrèle aujourd'hui avec l'augmentation de valeur, c'est le fait qu'on ait atteint des nouveaux sommets en termes de sécurité sur Bitcoin, qui, de notre point de vue, permet aux investisseurs institutionnels de rentrer du capital en disant le protocole a passé un nouveau cap en termes de sécurité, donc on se permet de potentiellement faire apprécier le token un peu plus haut. Donc ça, c'est aussi notre évaluation à aujourd'hui et aussi notre vision sur le long terme. Un point important, c'est que quand on regarde ça, le Bitcoin n'est déjà jamais allé en dessous de son coût électrique. Donc ça, c'est un point. Et quand on regarde ici, ça a toujours servi de point de rebond, en fait, d'un point de vue économique, pour aller chercher de nouveaux sommets. Donc c'est ce qu'on appelle les systèmes de on crée de la valeur pendant un cycle haussier au niveau du Bitcoin. Cette valeur est réinjectée dans le minage pour augmenter la puissance de calcul et du coup la valeur intrinsèque de la chaîne. Et périodiquement, du coup, le prix de Bitcoin se réajuste et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est un petit peu là où on est. Et ça peut être des forces qui drivent les prochains steps au niveau du coin et au niveau du minage. Voilà. Oui, et puis le graphique juste avant du hash rate montre bien aussi, depuis le lancement de l'offre exclusive Cloud Mining en 2023 et aujourd'hui, on voit bien que finalement, il y a eu de plus en plus d'acteurs qui sont rentrés sur le marché du minage de Bitcoin. Et donc forcément, les rewards en Bitcoin ont été dilués avec plus d'acteurs, donc 100%. une rentabilité qui a baissé au fur et à mesure du temps. Mais au même moment, comme tu le disais, le prix du Bitcoin avait bien progressé. Exactement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas depuis peu de temps finalement, parce qu'on est sur quelques mois. Tu le disais, en août, on était 100%. Ouais. encore sur des valeurs de création de valeur bien supérieures à zéro. Voilà. C'est juste Exactement. finalement l'évolution du marché ces derniers mois qui est quand même significative, quasiment moins 50% sur une période de temps très courte où, 100%. où finalement le marché n'a pas eu le temps encore de se réajuster. C'est-à-dire que la puissance est toujours importante, l'allocation Ouais. de puissance de calcul, avec un Bitcoin qui est quand même 50% moins cher que ce qu'il était il y a quelques mois. Exactement. Exactement. C'est les conjonctures voilà, qui sont celles qui sont aujourd'hui. Bon, c'est pas, on l'explique quand on regarde en arrière, si tu veux. Après, on voit les forces qui drivent le marché, on voit bien les mécanismes en jeu. Euh, Est-ce que c'est déterminant pour la suite? Bon, c'est pareil, c'est difficile de dire quand, comment, etc. Par contre, on voit les forces qui se rééquilibrent. Et je parlais tu vois, le hash rate qui augmente, qui se stabilise pendant les périodes de baissière au niveau du prix
du Bitcoin, mais qui après, du coup, se réajuste à la hausse, etc. Voilà, c'est cyclique. Donc, personnellement, je ne pense pas que ça restera comme ça. Je pense que le marché du Bitcoin a toujours, et ça c'est pour l'instant une vérité qui est montrée, hein, on n'a pas eu un cycle de marché depuis le début de Bitcoin où fondamentalement on a accepté de détruire de façon pérenne le hash rate et donc la sécurité de Bitcoin. C'est-à-dire que le marché a toujours finalement repricé la sécurité de Bitcoin dans certains domaines. Donc c'est là où on en est. La conséquence, elle est par rapport aux produits rationnels, hein, par rapport aux mécaniques en jeu au niveau du Bitcoin mining. Mais je pense que aujourd'hui, Bitcoin en tant que non pas seulement d'actifs, mais en termes de système, a jamais été autant, je dirais, valuable, génère autant de valeur. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc aujourd'hui, voilà, pour résumer, la réévaluation du taux sur l'offre à 3% est en adéquation avec la réalité économique du marché, mais ça ne veut pas dire que c'est un taux qui est figé à ce niveau-là et qui ne va pas réévaluer. Comme je le disais tout à l'heure, on évalue périodiquement avec vos équipes la situation de marché et on réévaluera à la hausse en fonction de la réalité économique du marché dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, moi, ce qu'on me propose, c'est qu'on fasse un point mensuel. Comme ça, nous, on est au courant et puis on tient au courant aussi nos investisseurs de l'état du marché. Et comme tu l'as très bien dit, ce n'est pas des situations qui sont durables dans le temps non plus. On l'a vu par le passé. Voilà, ouais, c'est vraiment ce sur quoi on s'appuie, hein, tu vois, et on remonte même jusqu'en 2018, hein, tu vois. C'est des périodes où là, on était vraiment sur les bornes basses en octobre 2017. Là, tu as eu une période phase de création de valeur ici, tu vois. Et puis après, hop, on rentrait dans des phases où, ben, tiens, le prix du Bitcoin collait par rapport au coût de production. Là, il y avait des rephases de création de valeur. Là, c'était le cycle de 2021, tu vois, où on a eu vraiment la création de valeur ici. Puis après, on est redescendu dans le cycle de 2022, une fois de plus, où le prix du Bitcoin marché était noyé dans les coûts de l'électricité. Et puis ben là, on a eu le dernier cycle entre 2023 et 2025, où on a créé de la valeur entre les coûts d'électricité et les prix marchés de Bitcoin. Et là on rentre dans un cycle ponctuellement, après avoir combien de temps on va rester dans cette situation. Et puis, ben, oui, faire un point tous les mois pour réactualiser les datas et voir tous les mois comment est-ce que ça print entre l'évolution du prix du Bitcoin marché et les coûts de fabrication. Effectivement, donc voilà la situation du marché aujourd'hui. Je pense que merci Loïc pour ta Avec présentation et plaisir. ton éclairage sur le sujet. C'était important, je pense que que tu sois là dans ce webinaire pour vraiment nous éclairer sur la situation du marché, sur les perspectives également. Euh, donc voilà, je vous propose de toute façon qu'on fasse un point régulier, un point d'étape pour voir la situation du marché et encore une fois, comptez sur nous pour dès que cette situation se rétablit, finalement, se normalise, parce qu'aujourd'hui, on est quand même c'est pas la normalité, le marché d'aujourd'hui, c'est souvent des périodes assez courtes dans le temps, on l'a vu par le passé, c'est pas des périodes de plusieurs années, à moins que tu me corriges, hein, Loïc, mais voilà, c'est des fluctuations de marché normales qu'on a vues par le passé sur Bitcoin, mais qui n'ont pas vocation non plus à être durables dans le temps sur des années. Non, ça, c'est pas quelque chose qu'on a vu. Donc, si on projette le futur basé sur ce que l'on a vu récemment, ou en tout cas sur les dernières années, non, ça ne dure pas éternellement. Et après, il y a aussi un contexte macroéconomique aujourd'hui sur Bitcoin et sur les actifs digitaux qui est quand même différent des précédents cycles. Je pense par exemple à la situation côté Fed, où à l'époque, on était en quantitative easing. Aujourd'hui, en décembre, le quantitative tightening a été fini par la Fed. On rentre dans un nouveau cycle. Qu'est-ce que ça veut dire pour Bitcoin? Est-ce que ça va durer des mois? Est-ce qu'on peut avoir un rebond assez rapide dans les prochains mois avec l'appointment du nouveau chairman de la Fed, etc. Donc voilà, il y a des dynamiques qui sont quand même différentes. Les situations sont voilà, pas exactement les mêmes. Donc difficile de prédire, mais en tout cas, ça vaut le coup de faire un point régulier pour voir où on peut aller par rapport ouais, à la création de valeur entre les coûts d'électricité et les prix de marché.
Oui, effectivement, on n'a pas de boule de cristal, mais aujourd'hui, par rapport à l'expérience notamment que vous avez et ce qu'on peut analyser du passé, voilà, on est quand même assez confiant sur l'avenir du produit. Et forcément, à un moment donné, on va retomber dans une situation de création de valeur où on aura un prix du Bitcoin bien plus élevé à son coût de création, à son coût d'extraction, quoi, grosso modo. Bah, écoute, Pierre-Yves, Parfait. moi, je mine aussi hein, du Bitcoin, donc Ouais, j'espère. J'espère. ouais, non, Mais mais je c'est pense sûr. très honnêtement, enfin, je veux dire, on est dans l'industrie crypto, tout notre écosystème est là-dedans. Je pense quand même qu'il y a des vrais facteurs qui montrent que on est à un point d'inflexion. Euh, les évaluations montrent que oui, il peut y avoir, alors si on colle au cycle des 4 ans, quelques périodes baissières à venir, mais ça bougera pas beaucoup plus. Dans tous les cas, de notre côté, les machines sont en lieu sûr. Et donc, dès que les profitabilités reviennent, dès qu'il y a un décollement, eh bien, on continuera je veux dire, rebrancher et repartir. Ouais, tout à fait. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations, pour cet éclairage. J'espère que bah, à tous les participants, ça vous a donné les informations nécessaires pour comprendre notamment bah, cette baisse de taux sur l'offre de cloud mining, qui est encore une fois en adéquation avec la réalité économique du marché, de l'offre. Et encore une fois, on fait ça aussi pour préserver d'un côté le capital, puisque on ne peut pas délivrer du rendement que la stratégie sous-jacente aujourd'hui ne délivre plus. Donc voilà, c'est aussi un gage de sérieux d'être actif et proactif dans la réévaluation du taux en fonction du marché et de sa réalité économique. Bah, écoute, merci beaucoup Loïc. Et puis, bah, au plaisir en tout cas bah, de faire des points réguliers périodiques pour réévaluer la situation et communiquer voilà, ces informations de réévaluation à nos investisseurs au fur et à mesure du temps. Bah, Merci à merci tous. Pierre-Yves. Merci. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.